Je vous laisse prendre place. Il y a pas de plan de table, hein. Ah non, non, non. Là où vous voulez. Alors avec nous, Irène Bertana, vous êtes chercheuse en Italie, responsable des politiques au sein de l'EASPD, qui est une association européenne qui rassemble un très grand nombre d'établissements, de structures, d'associations. Et vous nous parlerez un peu du plaidoyer que vous portez aujourd'hui sur ces sujets-là. Et vous travaillez sur les sujets de l'emploi, de l'éducation, de la petite enfance, et la famille, évidemment, est très présente dedans. Sébastien Gonzalez est en charge du plaidoyer au sein de la COFAS Familles européennes. Votre réseau représente les organisations familiales d'une quarantaine de pays. Alors, ce n'est pas que sur le handicap, hein, mais les associations familiales autour du handicap représentent une partie des adhérents de COFAS, et vous travaillez, vous, plus spécifiquement sur les plaidoyers autour de ces sujets-là, on en parlera. Et Jan Siska est avec nous, professeur à l'Université Charles, faculté d'éducation, République tchèque, et auteur pour l'EASPD d'une étude de référence sur la situation des aidants en Europe et sur les initiatives qui s'engagent dans différents pays pour les soutenir. Étude très inspirante, on le verra. On va tout de suite commencer, on l'avait fait tout à l'heure, en donnant voix encore à une voix de proche, une voix d'aidant et d'aidante. C'est une mère, c'est une sœur de personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, qui évoque son vécu, qui évoque son implication associative, qui évoque là aussi la force du lien et aussi ses difficultés. Nous allons écouter tout de suite ensemble la voix et les mots de Perrine. Moi, c'est Perrine, j'ai 44 ans. Je suis la maman de Maxime, qui vient d'avoir 15 ans, qui est autiste et malvoyant. Et donc, j'ai un grand frère qui s'appelle donc Benoît, qui va avoir 48 ans, qui est également autiste avec les mêmes soucis neurovisuels. En tant que maman, c'est vrai que Maxime a pris énormément de place dès le début. Pour mon frère, finalement, je surveille de loin et j'essaie de communiquer un maximum avec ma mère pour que tout soit clair pour le jour où elle sera plus là. On a un petit peu toutes les casquettes en tant qu'aidant, hein. On est juriste, on est éducateur, on est tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant. Quand on discute avec d'autres parents, finalement, on ne parle pas tant que ça du handicap de nos enfants, hein. On parle de tout ce qui nous fatigue et qui nous enfonce, et ça n'a pas de rapport avec notre enfant. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est la MDPH qui a perdu notre dossier, c'est un tel qui est en congé, donc le dossier est gelé, c'est le centre aéré qui dit on n'est pas formé, enfin c'est tous ces trucs-là. Et ça, oui, ça m'a toujours mise en colère. Quand je vois les initiatives pour les aidants, je trouve ça bien, hein, aller marcher en forêt, se faire masser, tout ce que vous voulez. Mais c'est un peu comme si on nous donnait des claques et après on nous passait de la crème pour les bleus. Je trouve qu'on ne s'attaque pas au vrai problème. Quand le frère ou la sœur devient tuteur, devient responsable, tout ce relais à organiser au niveau des papiers, la MDPH, on est tout seul finalement. Je me suis rapprochée d'une association autour de 2017, une petite asso locale de parents, et on s'est rendu compte qu'en se réunissant, on pouvait faire des choses. Les familles se soutiennent entre elles. Moi, je dois beaucoup aux parents, hein. Toutes les informations que j'ai eues sur les formations, le soutien, tout vient des parents. Et on entend bien et l'engagement et aussi un peu la colère, hein, de Perrine, qui rejoint en écho ce qu'on a pu se dire dans la table ronde précédente et qui aussi, d'une certaine manière, fait écho à ce que sera la table ronde suivante. Donc on gardera le fil de ces témoignages précieux et nécessaires au long de cette journée. On revient à cette table ronde et on revient à l'éclairage sur ce contexte international et européen. Et je le disais, il est important parce qu'il y a une vraie aujourd'hui montée en puissance du sujet des familles, du sujet des proches, au niveau européen, on va le voir, mais au niveau international aussi. Et ça a été beaucoup porté par une personne qui est la rapporteuse spéciale sur les personnes en situation de handicap auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle s'appelle Eba Agras. Elle est chercheuse, elle est militante égyptienne et elle porte très fermement depuis 2023, ceux qui la connaissent le savent, un plaidoyer justement pour les personnes en situation de handicap, pour l'autodétermination, mais aussi pour les proches et les familles. Et c'est important parce que la Convention de l'ONU dit et exige, c'est important de le rappeler, que les États doivent apporter l'aide appropriée aux parents dans la responsabilité qui leur incombe dans le champ du handicap.
Et c'est important parce que les stigmatisations perdurent et continuent, évidemment en France, mais dans le reste du monde aussi, et l'ONU a le regard là-dessus, à dire que dans les pays en voie de développement, c'est de 6 à 30 fois plus d'enfants qui sont séparés de leurs parents que dans des pays comme la France. Donc la cause est mondiale, la cause est importante et la cause est encore lourde à affronter. Pour éclairer ces situations et porter des recommandations aux États membres, la rapporteuse spéciale a conduit un rapport en 2025, qui est un rapport vraiment important qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut trouver en français aussi sur Internet, et je crois qu'on peut trouver en facile à lire et à comprendre sur Internet aussi. Et ce rapport s'appelle « Les soins et le soutien aux enfants en situation de handicap dans le cadre familial et dans leur dimension de genre ». C'est un rapport qui fait date parce qu'il y a eu plus de 100 contributions à travers le monde d'ONG, d'États qui ont remonté les situations. Et le rapport, justement, à partir de là, essaie de faire des recommandations aux États sur la manière d'agir pour les proches et d'agir pour les aidants sous leurs différents profils et approches. On va, Agras voulait être avec nous, elle ne peut pas l'être, mais elle a tenu à être présente néanmoins par vidéo, par une interview vidéo qui a été réalisée avec elle. Et on va prendre le temps de regarder cette vidéo. C'est un honneur que de l'entendre. On écoute tout de suite Agras. Avec une première question sur justement les difficultés, les spécificités auxquelles sont confrontés ces parents d'enfants pressentant des difficultés cognitives et intellectuelles. Parents of children with psychosocial or neurodevelopmental disabilities face particularly heavy and often invisible challenges. They encounter delays in diagnosis and insufficient availability of specialized services and fragmented care pathways, which force them to assume responsibility for coordinating across health, education, and social protection systems. This is compounded by the persistent stigma surrounding these conditions, which increases families' social isolation and discourages them from seeking support. On the economic and professional level, many parents, primarily mothers, reduce or leave their employment in order to meet their children's needs, with long-term consequences for income and social protection losses. Finally, the lack of adequate respite services and psychosocial support exposes these parents to exhaustion, placing both their own well-being and that of the children at risk. Une question a été posée sur justement le lien entre les soins et le soutien et les soins et l'accompagnement dans ce soutien. C'est important, c'est le cœur du rapport. Promoting a balance between care and support is essential to ensure that public policies are grounded in a human right-based approach. Care, when it falls almost exclusively on families, and particularly on women, risks leading to overload, invisibility of unpaid work, and ultimately to violation of the rights of both children and their caregivers. Without adequate support, care can become a burden rather than a choice. Support through accessible and high-quality public services, such as healthcare, inclusive education, psychosocial assistance, financial support, and respite services enable families to fulfill their role without replacing or exhausting them. It fosters the autonomy and development of children with disabilities while preventing institutionalization and social exclusion. This balance is almost crucial for gender equality by redistributing the collective responsibility for support. States can reduce the discriminatory impact that care arrangements have on women and strengthen their participation in economic and social life. Ultimately,
Articulating care and support helps strengthen families, respect the diversity of needs, and give full effect to the rights enshrined in the Convention of the Rights of Persons with Disabilities. Dernière question, c'est le message qu'elle veut porter aux associations et à l'UNAPI. As Special Rapporteur, I would like to convey a message of recognition, encouragement, and mobilization to a national family association such as UNIPE. Your role is essential in making visible the lived realities of families and relatives and in defending the rights of persons with disabilities across all areas of society. I would first encourage you to continue placing human rights at the heart of your advocacy, grounded in the Convention of the Rights of Persons with Disabilities. The lived experiences and expertise of families are powerful tools to influence public policies, bridge the gap between standards and implementation, and promote inclusive, high-quality support services. I would also stress the importance of strengthening mutual support and the empowerment of families, ensuring that all voices are heard, particularly those of women caregivers and other relatives who are often rendered invisible. Peer support, training, and access to information help reduce isolation and enhance collective advocacy capacity. Finally, I would invite you to build and reinforce alliances with organizations of persons with disabilities, trade unions, social service providers, and public authorities to advance a shared demand, policies that support families without replacing them and that fully guarantees the rights, dignities, and inclusion of all. Thank you. À savoir qu'une version plus longue de cette interview sera disponible sur le site de l'UNAPI, donc vous pourrez aussi avoir l'entièreté des propos de la rapporteuse à ce niveau. Dire que donc il y a une prise de conscience forte qui se fait au niveau international et c'est important. Dire aussi qu'elle se porte au niveau européen et communautaire. Et on va en parler avec nos trois invités à travers évidemment des directives qui sont prises, des stratégies européennes qui se mettent en œuvre. On en reparlera avec Irène et Sébastien tout à l'heure, mais aussi à travers des rapports. Et on va parler tout de suite avec vous, Yann, de ce rapport que le ASPD a commandité, porté, sur justement la place des aidants et la manière dont ils peuvent être accompagnés aujourd'hui au niveau de l'Europe. Et pour ça, ce travail a été fait à partir à la fois d'une grande revue de littérature et puis de focus group avec des représentants d'associations dans différents pays d'Europe. Ce qui permet d'avoir à la fois un état des lieux un peu de ce qui se passe, mais aussi, et c'est une grande vertu de ce rapport, la revue d'un certain nombre d'expériences qui se font localement ou nationalement dans des pays et qui essaient d'apporter du soutien, qui essaient d'apporter des solutions aux familles, aux proches et aux aidants. On va en parler tout de suite ensemble et avec Yann. Et pour cela, je vais passer en anglais. Donc, je vais parler à partir de maintenant en anglais. Vous pourrez suivre la traduction qui va s'afficher à l'écran en français de mes propos et de l'échange que je vais avoir avec Yann. So we will speak about this report that you directed, and it's a major report actually because it has 10 major promises out of the constatation you do to improve the situation of family members and caregivers. We will examine 3 major, emblematic, if I could say, of these promises, bearing in mind that the report is also available online, so you can consult it quite easily, and Irene shows it, but it's only in English. Yes, it's only in English. The first area and the first premise I want to focus on actually is the difficulty that you point of caregivers and families
facing providers, the fact that they feel so lonely, so much alone, and that they have difficulties between caregivers to share experiences. How this happened to be one of the major difficulties that you had out of the focus group? And did you find out some examples in the European countries of policies that help caregivers and families on that point? The loneliness. Yes, the loneliness. Okay. Thank you. First of all, thank you for inviting me to this wonderful conference. Two first points. My French is very poor, so I talk in... You can say bonjour? I speak, oh yeah, this is what I understand. My second point, in early 90s, my home country, the Czech Republic, was, and particularly the parents' organization, which started again to support families, was much inspired by UNAPEI. So lots of people from the Czech Republic or from the Czechoslovakia traveled to France to learn about your experience and yeah. So thank you for that. Talking about the loneliness, yes, it was mentioned very often in our report, and there are several reasons for that. First of all, and it's not surprising that the informal care and support is very much time demanding. In addition, it's more often in the families that we call them the sandwich families, where a family cares after a person with disability. At the same time, there are typically the aging parents who also need care. So the caring. The couple, very often the mother is so engaged with providing care to the children and to the parents that she does not have any time to live a social life or other life than with the families. So it's we also learned how the kind of the peer support is important. So having friends with the same experience, having opportunity to share what works, what doesn't work, appears as very important. The loneliness does have also an impact on mental health of people. That isolation, the research suggests that loneliness does contribute to frustration, to psychosocial, social problems. So this is informal, same as formal support, which would focus on preventing isolations, is extremely important and often not addressed in the guidelines or policies of the governments or municipalities. Are there some examples that you could view that are inspiring on that point? It's the parents' organization seems to have. They seem to be really powerful, providing the consultancy or meetings, going out for weekends, which was also mentioned very often in our focus groups, having opportunities to spend time informally with others who might face, not necessarily to share problems, challenges, but to discuss what works and what seems to be useful based on the lived experience of people. Another actor that is pointed in the report as to be really key actors, and it's important to speak about it because it's not so much a big actor in France, are the municipalities, which are can be very supportive to caregivers. And there's many experiences that are mentioned in the report pointing out the role of the municipalities. Yeah, it also depends on how the state or the country is governed in terms of policies, who's got the power, whether these are municipalities like in Scandinavia mainly or regions, as in case of my country. But nevertheless, what we know also from the research,
as closest the support is, the more effective it is. So the municipality, it's always the closest, somebody who is responsible for the social services or social issues, and who does the case management, for example. It's one of the answers to the question of isolation and working with families effectively. Yeah, the case management, the strong engagement of municipalities. Another point that is really enlightening in the report is the lack of recognition of the expertise of the families and the caregivers. It's a big asset. Lack of recognitions, which leads to invisibility of these expertise for the families and caregivers. How this issue was expressed in the focus group, and do you have examples of actions, initiatives that are done to value this expertise and share them? Yeah, well, what we explored in the focus groups, the kind of contradiction in the role of families. One expected roles, even not stated in policies, that the family would provide the support 24 hours. At the same time, the family is supposed to coordinate the support itself, looking for information, and this was expressed by the families, by family members, as really frustrating. They are left behind without an information from the early as possible. So that's, and one mother in our focus group expressed, saying, well, I don't want to be the care manager. I am only interested in the quality, how the service is provided, about the quality of life and what kind of impact it does have. I don't want to oversee and to make the networking with the different stakeholders. This is for somebody else. And there are some examples where expertise of caregivers could be valued, like in the financial and management, in the management of the budget. Actually, there are some examples interesting. Yeah, well what we have written in the report is kind of a direct payment or personal budgets, where when the families, they are the primary receivers of the fundings, and because we believe they know the best what works, what doesn't work, and so the personal budgets, it might be the way forward. Although I have to admit, it's always at oppositions to some extent amongst the politicians about the money will be abused, and so people will spend money on something else, not on the care. But we know again from the research that it's very effective in terms of the assessment, in terms of service design, and also in terms of service evaluation, looking what kind of impact what we do, the support brings. A third point that is listed in these 10 promises that are in the report is it underlines the importance of the need of coordinated actions to support families and support caregivers as early as possible, has to be earlier in the development of the person, in the childhood, in the first years. Why is it so important, and are there some examples of actions done on this? Yeah, I think maybe I'll mention one example, drawing on some kind of contradiction between the role of parents as parents, and same time preparing a young person to be independent. Sometimes the fear and the protection is for a parent more important than
thinking about the future. So the point I'm trying to make is, in this case, is providing the training, capacity building for the young person as soon as possible, because a young person would, if the housing is available, a person would be able, with necessary support, to leave the family and to live independently. On the other hand, if we leave this support in capacity building for later, it would be far more difficult for a person to gain the competencies, the knowledge how to live an independent life as much as possible. That's the one example. Thank you, Jan. And as I said, there's many other examples and 7 other promises in the report. So it's really a major inspiration, support to view what are the situation and what are the horizon for caregivers in Europe. Je voudrais compléter et revenir au français avec vous, Irène, puisque le ASPD a apporté un peu ce rapport et cette démarche pour essayer aussi d'avoir un plaidoyer sur ces sujets-là. Vous représentez donc plus de 10 000 services et établissements. Quel est l'enjeu pour une association de porter un tel travail finalement, et dans quelle mesure il y a un enjeu aussi pour ces structures, pour ces associations elles-mêmes, à mieux accompagner la reconnaissance de ces expertises et la collaboration avec? Merci pour la question. Je pense qu'on parle, on est parti de quelque chose d'été pratique. Donc on a organisé une conférence sur le thème de comment on peut mieux accompagner les familles pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Du coup, on a voulu étudier le sujet avec Yann et sortir avec des recommandations. Et en fait, ça vient du fait que le côté des services et le côté des familles, dans la réalité, sont très poreux. Du coup, déjà, l'UNAPI, par exemple, c'est un réseau qui naît comme association familiale, et ça, c'est très répandu. Et si on veut changer la façon de laquelle on soutient les familles, il faut changer, et par exemple, depuis la première enfance, la façon de laquelle on crée les services et on donne les services qui est en partenariat avec les familles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, qu'il faut réfléchir, et beaucoup de dispositifs qu'il faut mettre en pratique, comme la pérédance, les soutiens psychologiques, les soutiens aux frères et sœurs, des choses qu'on a entendues ce matin. Comme raison, nous, on essaye de créer les conditions pour créer cette transition qui se réfléchit après dans des politiques qui doit être inclusive, de partenariat, qui est un partenariat avec les familles, avec les communautés, pour éviter qu'il y ait un isolement de la personne en situation de handicap et de sa famille. La mise en place au niveau des politiques publiques, c'est un des grands enjeux. C'est un des grands enjeux au niveau de plus en plus de Bruxelles et de la politique communautaire européenne. On va dire un mot avec vous, Sébastien. Il n'y a pas un domaine spécifique de compétences sur l'aidance pour la communauté européenne. Elle agit à travers des directives sur des sujets comme l'égalité homme-femme, le travail, etc. Et puis arrivent dedans des sujets liés à ça. Il y a des stratégies, notamment sur les soins, mais il n'y a pas une politique spécifique sur les familles en situation de handicap. Comment ce sujet est en train de monter ces dernières années, vous qui êtes à Bruxelles, au niveau des instances européennes, et quelles sont les quelques grandes actions fortes qui ont été portées ces dernières années en soutien des aidants? Voilà, merci beaucoup pour la question et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. Donc en effet, l'Union européenne utilise diverses compétences qui parfois sont beaucoup plus fortes, parfois sont beaucoup plus faibles, pour intervenir dans le domaine de la famille, sur le domaine des aidants. Ça peut être des compétences sur le handicap, les non-discriminations, ça peut être des compétences sociales dans le domaine de l'égalité homme-femme dans l'emploi. Et je dirais que la prise en compte des familles et des aidants est croissante. Il y a eu quelques signaux forts quand même qui montrent qu'il y a une montée en puissance de cette considération familiale. En termes de politique publique, je dirais que les politiques
récentes qui ont été les plus importantes sont en premier lieu la directive sur la réconciliation vie familiale et vie professionnelle. Et donc c'est une directive de 2019 basée sur cette compétence de politique sociale que j'ai mentionnée. Et cette directive prévoit, consacre le droit à des jours de congé pour les aidants. 5 jours. 5 jours de congé non payés. Et il faut savoir qu'au moment où cette directive a été adoptée, il y avait 7 ou 8 pays dans l'Union européenne qui n'avaient pas du tout de congé d'aidant qui existait. Donc ça a quand même permis de créer des droits. Et pour les États qui avaient déjà des congés d'aidant, ça a permis d'aller vers des congés parfois plus généreux, parfois plus flexibles, parfois moins restrictifs en termes de qui pouvait en bénéficier et comment, etc. Donc ça, c'était une politique importante. D'ailleurs, dans cette directive, il y a d'autres droits dont peuvent bénéficier les aidants qui sont intéressants, notamment le droit de demander, un droit qui encadre la demande à son employeur pour une flexibilisation du travail pour les aidants. Jusque-là, ce droit existait dans la législation européenne, mais uniquement pour les parents d'enfants de bas âge. Et donc voilà, ce droit encadre comment cette demande peut être faite, oblige l'employeur à répondre dans un délai raisonnable, à justifier son refus le cas échéant. Et puis il y a d'autres droits dans cette directive potentiellement qui peuvent être intéressants, mais je vais passer à la suivante pour ne pas être trop long. La deuxième, disons, avancée importante qui a eu lieu pour les aidants, c'est à travers en fait 2 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Dont on a un peu parlé ce matin. Ouais. Voilà, dont vous avez parlé et qui sont particulièrement importants puisqu'ils émanent en réalité d'une directive de l'an 2000 qui en fait ne mentionne pas les aidants, qui ne couvre pas les aidants, mais qui est une directive très importante sur la non-discrimination au handicap, qui est une des directives qui est une des pierres angulaires du droit à la non-discrimination dans le domaine du handicap au niveau de l'Union européenne. Et donc ces 2 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étendu les droits qui étaient dans cette directive aux aidants, notamment le droit de l'accommodement raisonnable. Ouais. Et ce n'est pas à tous les aidants, pour être précis, mais aux aidants qui sont les parents d'un enfant en bas âge, etc., en situation de handicap. Pour finir, il y a plusieurs autres stratégies, donc vous en avez mentionné, hein, l'Union européenne aime bien les stratégies. Et donc, il y a une stratégie en particulier qui est très importante, puisqu'il s'agit d'une stratégie européenne de 2022 sur les soins. Et donc, il y a un volet sur l'enfance, mais il y a un volet sur les soins de longue durée, avec une recommandation. Et donc, c'est un cadre législatif un peu moins contraignant qu'une directive, mais qui couvre en fait tout le spectre des questions de soins de longue durée et qui a un chapitre spécifique dédié aux aidants et qui fait des recommandations aux États membres leur demandant d'identifier les aidants, de mettre en place des mesures de soutien financier, des mesures de soutien non financier, comme du répit, comme de l'aide psychosociale, mais également d'avoir accès à la protection sociale. Et les États membres, en fait, se retrouvent pris dans une relation avec la Commission européenne où ils témoignent de leur effort d'aller et de mettre en place ces recommandations. Voilà. Sans entrer dans les détails, il y a également d'autres stratégies, comme la stratégie européenne, qui sont également importantes, je dirais, pour les aidants. Cette dernière, elle est non obligatoire, hein, mais elle permet d'avoir du monitoring et des indicateurs un peu sur ces sujets clés, ce qui est déjà un enjeu essentiel. Un autre point sur lequel l'Europe agit ou peut agir, entre guillemets, c'est la manière dont elle peut accompagner cette transition inclusive dans un pays comme la France, mais plein d'autres pays sont engagés dedans, hein, puisque c'est porté par le grand vent de cette convention de l'ONU. Je voulais voir un petit peu avec vous, justement, comment l'Europe peut accompagner cette transition inclusive et puis l'accompagner de telle manière à ce que les familles y trouvent aussi pleinement leur place et leur rôle. Sur l'accompagnement même, Irène, est-ce qu'il y a aujourd'hui, à la Commission européenne et en Europe, un accompagnement financier et budgétaire qui peut se faire aujourd'hui pour aider à cette transition inclusive à l'échelle d'un pays comme la France, hein? Oui, tout à fait. On a le Fonds social européen surtout, et même le Fonds du développement régional, le FEDER. FEDER et FSE. Voilà, les deux ont été et sont utilisés pour la transition inclusive. Et on a eu la publication en 2024, je crois, oui, des lignes guides de l'Union européenne qui font partie de la stratégie sur le handicap pour
pour les États membres sur comment utiliser les fonds pour la transition inclusive. Et donc, il y a des exemples. Et les exemples incluent de l'assistance personnalisée, du support à domicile, de la pérédance, aussi le fait de rendre les services à la communauté accessibles à tout le monde. Du coup, en fait, l'idée de l'Europe, c'est qu'elles ne peuvent pas agir de façon directe parce que c'est des fonds qui sont utilisés entre l'Europe et les États membres, mais elle peut essayer et elle fait des efforts pour guider ça, pour que la fermeture et le changement s'accompagnent à une création d'opportunités réelles pour les familles. Et il y a aussi l'intervention précoce, entre autres. Cette action, elle peut se faire au niveau financier, elle se fait aussi au niveau politique, je dirais, sur la manière dont les mécanismes à l'œuvre dans cette transition inclusive peuvent être aussi portés et accompagnés, notamment par des associations familiales comme la vôtre. Il y a ce qu'on appelle le Care Deal, si je ne me trompe pas, qui est quelque chose qui porte un peu une démarche d'inclusivité. Comment est-ce que vous vous intégrez là-dedans et comment vous aussi, vous essayez d'accompagner cette transition à l'échelle européenne ? Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, les questions de soins et les questions de handicap sont séparées, sont gérées, voilà. Et donc, dans la question de soins, il y a effectivement une nouvelle stratégie qui va avoir lieu, qui va être mise en œuvre à partir de 2027, de fin 2027 probablement. Et elle couvre vraiment le soin en général. Donc, il y aura sans doute il y a une dimension de handicap, mais elle ne parle pas explicitement de transition inclusive. D'autre part, il y a la politique de handicap. Là, on parle plus de transition inclusive. Et donc, dans le cadre, nous, en tant qu'organisation familiale européenne, on essaye évidemment de créer le lien entre les deux. Et ça fait partie d'un des points très importants de notre plaidoyer depuis longtemps, d'avoir le mainstreaming, comme on dit, du handicap dans le domaine des soins longue durée en général. Et en particulier, on le fera dans ce Care Deal qui va arriver. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ce nouveau projet, il va être en fait basé sur on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'implémentation dans les États membres des politiques européennes, que ce soit les directives que j'ai mentionnées ou que ce soit les recommandations sur le soin de longue durée. On va essayer de tirer des apprentissages, on va consulter des organisations comme IASPD, comme COFACE, comme beaucoup d'autres, et on va essayer de construire quelque chose de plus ambitieux, d'aller plus loin, parce qu'il faut bien se rappeler, garder en tête que la stratégie du soin actuelle est la toute première entrée de l'Union européenne dans le domaine du soin, donc c'est quelque chose encore d'assez neuf, ou peut-être la Commission européenne est un petit peu timide encore pour le moment, mais peut-être que ça peut monter en puissance. Et donc nous, en particulier, ce qu'on voudrait faire, et qu'on a déjà commencé à faire, on a bâti une coalition d'organisations syndicales, d'ONG, de représentants de l'économie sociale, de plusieurs acteurs qui sont impliqués dans les soins longue durée. Et on va se coordonner pendant 1 an pour faire des propositions concrètes, pour essayer d'avancer et d'aller plus loin dans les droits pour ce Care Deal. Et nous, en tant que COFACE, on va représenter les familles, les aidants. Et parmi nos propositions, il n'y a encore rien de fait, mais parmi les choses que l'on voit, les besoins que nous identifions, c'est le fait d'avoir un monitoring beaucoup plus précis sur les aides et les objectifs des politiques actuelles de l'Union européenne qui sont très souvent vagues et on ne sait pas vraiment, on ne voit pas vraiment la qualité des services qui sont fournis ou des aides qui sont fournies aux aidants. On voudrait aussi qu'on puisse témoigner dans ces données de la diversité des familles et faire une place beaucoup plus importante au handicap. Comme je disais, les deux ne sont pas totalement imbriqués et souvent il y a une place très grande qui est donnée aux questions d'âge parce qu'il y a une pression très importante étant donné le changement démographique. On voudrait faire entrer des nouvelles dimensions dans cette stratégie nouvelle par rapport à celle qui existe actuellement, c'est-à-dire par exemple des questions sur l'évaluation des besoins des aidants, des questions sur la coordination, l'intégration des services, comme ça a été évoqué déjà. Ça peut être des questions, par exemple, par rapport à la réconciliation vie-famille, vie privée. Ça peut être, par exemple, reconsidérer la potentialité d'être plus généreux sur les congés pour les aidants ou sur des mesures un peu plus contraignantes pour l'employeur
dont ils ne puissent pas se dégager aussi facilement pour octroyer la flexibilité du travail pour les aidants. Voilà. Cet accompagnement de la transition inclusive qui se porte et qui se fait, on voit que c'est un vent porteur, je dirais, au niveau de l'Europe, des pays européens, mais aussi du coup de la Commission et de l'Union. Elle se fait aussi avec une vision de ce qu'on appelle le modèle français, un petit peu, celui des établissements, celui des places, et avec un certain mouvement, en tout cas d'une partie, qui est un peu sur une désinstitutionnalisation assez accélérée tout de même, la volonté de casser l'institution et le modèle français qu'il est censé représenter. Est-ce que vous entendez ce bruit, ce rugissement-là à Bruxelles, vous Sébastien? Et est-ce qu'il y a objet à s'inquiéter aujourd'hui de la manière dont il y a une vision contraire au modèle français qui est en train de se construire à travers toutes ces approches-là? Alors je dirais qu'évidemment ces visions existent, il y a des visions différentes sur la transition inclusive, mais je dirais qu'en termes des institutions européennes, il n'y a pas cette intention. En tout cas, nous, on ne l'aperçoit pas. On ne perçoit pas que la Commission veuille accélérer une transition inclusive très radicale, très rapide. Ce n'est pas ce qu'on ressent du tout. Au contraire, il y a plutôt, je dirais, une vision nuancée de la part de la Commission européenne. Il y a tout de même des rapports, par exemple des données qui sont disponibles, qui sont mises en avant ou qui sont collectées par des agences de l'Union européenne qui mentionnent très explicitement les risques justement d'une transition inclusive qui serait mal faite, qui serait amenée avec des moyens insuffisants, inadéquats, sans concertation, etc. Et d'ailleurs, il y a 2 rapports, un de l'Agence sur les droits fondamentaux et un rapport de Eurofound qui tous les deux mettent en exergue le fait que les services partout dans l'Union européenne, dans tous les pays, ça fait partie des challenges communs à quasiment tous les pays de l'Union européenne, qui sont que les services qui permettent la transition réellement sont sous-financés partout, qu'il y a un manque de cohérence dans les stratégies mises en place dans les États membres et que lorsque cette transition est mal faite, elle finit par reposer sur les familles et voilà, alourdit les charges des aidants. Oui, Luc Gâteau en parlait un peu ce matin dans son discours. Irène, il y a derrière ça un risque pour vous de refamiliarisation qui peut être porté si jamais cette transition est mal conduite, aussi au niveau européen? Oui, le risque est là et ça dépend pas trop en fait de l'Union européenne, mais plutôt comment les États membres vont percevoir ce qui arrive de l'Union européenne, ce qui arrive de la Convention, dans un contexte qu'on connaît, qui est de contraction du financement social. Donc, il faut investir pour créer l'alternative pendant qu'on change l'offre. Et ça, c'est la clé. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que créer une société qui soit inclusive. Ça veut dire avoir les familles qui sont incluses. Ça veut dire avoir des services qui sont pour tout le monde et sont inclusifs pour tout le monde. Il faut un emploi qui est ouvert aussi aux personnes en situation de handicap. Il faut aussi avoir une vision de long terme possible pour une transformation dans les services que nous on représente. Il faut de la formation pour les personnels qui travaillent, pour changer l'approche, pour apprendre à collaborer avec les familles, pour avoir du case management, pour tout ça. Il faut avoir de la formation pour tout ce qui est le compartiment des services publics, pour ce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que l'handicap et l'inclusion. Donc, il faut investir plus, surtout au début, puis après, tout ça engendre des épargnements, mais il faut le temps. Donc, c'est un peu ça. Et nous, en fait, en ce moment, au niveau européen, on est en train de regarder ce qui se passe parce que la négociation pour les budgets sont en train de commencer. En fait, ils ont commencé. Et les panoramas, ce n'est pas les meilleurs. C'est un peu sombre parce qu'en fait, le Fonds social européen, comme tous les fonds qui sont gérés par les États membres et avec la Commission, sont été réunis dans des fonds nationaux qui ont
qu'un pourcentage pour la partie sociale qui est plus petite de ce qu'on avait avant. Donc, avec toute la société civile européenne, les syndicats, les ONG, l'économie sociale, on est en train de monitorer ça et de faire des demandes très fortes pour que ça continue et pour le financement aussi de la transition inclusive. C'est un combat sur lequel l'UNAPI est aussi engagé au niveau européen. On peut allumer la lumière si on a quelques questions ou remarques sur ces différents éléments, ceux portés par Yann, ceux portés par Irène et ceux portés par Sébastien, autour de ces enjeux et notamment de ces enjeux au niveau européen. Est-ce qu'il y a une ou deux questions qui viennent dans la salle sur ces sujets-là et la manière aussi dont le modèle français y est regardé, celui que vous portez? Question en numéro 3. Bonjour, Agnès Avigdor, Avenir APEI dans le 78. C'est la première fois que j'entends ici, comment dirais-je, toute cette perspective européenne, internationale, mais c'est aussi la première fois que nous entendons parler du risque de refamiliarisation quand l'inclusion est mal faite, quand elle est précipitée et qu'elle est mal pensée. Et je dois dire que c'est un vrai soulagement, parce que pour nous les familles qui travaillons énormément avec nos associations sur l'inclusion, sur l'autodétermination, nous avons avant tout besoin de professionnels qui soient bien payés et qui ne soient pas démotivés et épuisés, et de création de places. Parce que nous avons énormément de personnes sur le bord de la route, que nous savons qu'il y a de plus en plus d'enfants atteints de TND, et que ne pas créer de place, c'est tout simplement ne pas savoir compter. Ça. La formule sera gardée. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque, voilà, ici ou là, d'intervenants sur tout ce qu'on vient de dire, et cette perspective, en effet, qui est tout à fait nouvelle, européenne, qu'on apporte à l'occasion de ce congrès. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques à nos intervenants. Eh ben, on peut les remercier très fort, très chaleureusement. Merci à vous. Thank you, Yann. Merci Sébastien. Merci Irène. Je vous laisse regagner l'assistance. Thank you, Yann. You can go back to the audience, and really, really, really a big welcome and thank to you. And back to Czechia, where UNAPI is much appreciated.